Toute l'équipe de KRL Santé vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode des Minutes Qualité du médico-social avec une thématique particulière et on le sait particulièrement attendue puisque nous bénéficions aujourd'hui de retours d'expérience sur le vécu, sur la préparation et le vécu de la visite dans le cadre du nouveau dispositif d'évaluation. Nous avions, en octobre dernier, lors du webinaire régional, pu bénéficier de retours d'expérience issus du secteur handicap. Nous vous avions promis, dès que cela était possible, de pouvoir vous partager des retours d'expérience issus des autres secteurs, et en particulier du secteur EHPAD et SIAD. Et c'est avec grand plaisir que nous dédions ce minute qualité médico-sociale sur ce point aujourd'hui. Ce qui me permet de remercier vraiment chaleureusement nos deux intervenantes du jour, nos deux principales intervenantes du jour, qui est Madame Faure de la résidence Saint-André à Saint-Hilaire-de-Chaléon en Loire-Atlantique, pour son partage d'expérience sur ce vécu et les initiatives et les suites de cette visite d'évaluation, ainsi que Madame Giboulot de la DAMAD pour son partage d'expérience. Donc, nous espérons que vous alliez pouvoir y retrouver des repères, des ressources, et puis surtout pouvoir échanger et interpeller nos deux intervenantes sur leur expérience. Et bien entendu, tout cela sera animé par Émilie Doranlot, qui est chargée de mission à Calirel Santé, en charge spécifiquement de la thématique du dispositif d'évaluation, enfin pas que, mais en charge de ce dispositif, et de Marion Lucas, référente médico-sociale pour Calirel Santé. Et enfin, je tiens à remercier Solène qui est dans le back-office et qui gérera les échanges chat. Donc, un webinaire organisé autour de quatre grands temps, un petit rappel sur la conduite de projet associée au dispositif d'évaluation. Ensuite, nous laisserons la place à Madame Ford de la résidence Saint-André, puis à Madame Giboulot de la DAMAD, et enfin pour laisser la place aux échanges avec chaque participant. Donc, comme habituellement, ce webinaire est enregistré. Vous avez vos micros de coupés, mais vous avez la possibilité de nous partager vos commentaires, questions sur le chat qui seront repris lors du temps d'échange. L'objectif aujourd'hui, c'est que vous puissiez vraiment puiser dans les expériences des uns et des autres et pouvoir partager. Et enfin, ce webinaire, comme les autres MQMS, sera en replay dans les avec les supports associés. Donc, sans plus attendre, Émilie, je crois que c'est à toi que je laisse la place pour aborder le point sur la conduite de projet. Et bon webinaire à tous et encore un grand merci à nos deux intervenantes. Merci Noémie. En effet, je vais commencer par un zoom succinct sur la conduite de projet qui sera donc illustré par nos deux interlocutrices. Donc, la première étape consiste tout d'abord à se définir une stratégie au niveau de l'institution. C'est l'occasion de vous rappeler qu'au final, la démarche d'évaluation n'est qu'une photographie en fait de la dynamique de la démarche d'amélioration continue que vous allez mettre en place et qui est peut-être déjà en place au sein de vos établissements à un instant T. On dissocie bien la démarche d'évaluation d'un contrôle de conformité. On n'attend pas à ce que ça soit l'ensemble des éléments soient conformes au référentiel, mais il s'agit bien d'évaluer encore une fois et d'apprécier la dynamique que vous mettrez en place. Et il n'est pas attendu que l'ensemble des actions soient menées à leur terme au moment de la visite d'évaluation. Pour ce faire, il y a deux enjeux sur lesquels nous allons plus particulièrement zoomer et qui doivent être pris en compte. Le premier enjeu, c'est bien la réponse aux attendus réglementaires, notamment en termes de calendrier. On va rezoomer dessus juste après. Donc, on parlera de conformité plutôt de forme. Et puis, le deuxième enjeu repose plutôt sur la valorisation, encore une fois, la capitalisation sur la dynamique qui est existante au sein de votre structure et donc, on va également zoomer dessus juste après en termes de conformité de fond. Donc, si on zoome sur cette deuxième étape qui consiste à organiser, à structurer en fait votre démarche d'évaluation au sein de votre établissement et plus particulièrement en termes de calendrier et de forme, on vous a remis ici les attendus en termes d'enjeux réglementaires pour vous redire qu'il est important que vous puissiez établir au sein de votre établissement un rétro-planning qui va prendre en compte ces différents enjeux et attendus réglementaires.
Prendre en compte également que la date qui a été indiquée dans le cadre de votre arrêté ne correspond pas à la date qui est attendue de la visite d'évaluation, mais bien de la transmission du rapport et la diffusion du rapport par l'organisme accrédité auprès des tutelles. Donc, il est important d'avoir ce délai en tête. Et on veut particulièrement insister sur le fait que, en termes de disponibilité pour les organismes accrédités, vous retrouverez la liste sur le site de la HAS. Voilà, les délais sont désormais un petit peu contraints puisque la liste est en train d'évoluer au regard des accréditations par le COFRAC. Et puis, les demandes sont également croissantes. Donc, ne négligez pas ce temps pour pouvoir solliciter des organismes qui sont accrédités. Et puis, on insiste également sur le fait qu'il est important de pouvoir capitaliser, de prévoir du temps de communication autour de toute cette démarche pour pouvoir valoriser votre dynamique. Donc, au-delà de cette conformité de forme, j'allais dire, de réponse aux enjeux réglementaires, il faut que vous puissiez, vous, au sein de votre établissement, en fait, on disait, capitaliser en effet sur votre démarche, et notamment la démarche qualité et d'amélioration continue, puisque, on le disait, l'évaluation n'est qu'une photographie à un instant T. Donc, on vous a mis quelques questions que vous pouvez envisager collectivement au sein de votre établissement pour vous poser la question de où est-ce que vous en êtes en termes de démarche qualité. Est-ce qu'elle est déjà structurée et continue ou est-ce qu'elle est plutôt structurée mais encore débutante ou est-ce qu'elle est entièrement à structurer? L'idée, c'est de commencer par faire du coup un état des lieux des pratiques et des organisations qui sont en place au regard du référentiel qui est mis à disposition. Pour ceci, on vous invite particulièrement à prioriser et à zoomer sur les critères impératifs en sachant que tout ce qui vous avez pu travailler avant, notamment sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, n'est pas à oublier, mais vous pouvez bien sûr, et il est même recommandé de capitaliser toutes les démarches que vous aviez pu mettre en place antérieurement. Donc, dans le cadre de cet état des lieux, vous pouvez mobiliser, et on vous y invite, les groupes et instances qui existent au sein de vos établissements, type cellule qualité, le conseil de la vie sociale, les groupes thématiques qui sont des ressources et qui vont pouvoir vous accompagner dans le cadre de la réflexion que vous allez mener et qui vont pouvoir exprimer ce qui est en place au niveau de ces instances. Donc, on vous l'a dit, bien recenser l'ensemble des démarches existantes et puis repartir ou créer un plan d'amélioration continue de la qualité. On le disait, l'objectif, c'est de valoriser cette dynamique continue et l'alimenter à partir d'actions concrètes. L'objectif étant voilà, d'avoir des choses qui sont réalisables, associées avec des référents, des pilotes, des gens qui vont être en charge de mener ces actions. Également un échéancier, voilà, on vous le disait, tout ne va pas s'arrêter à la visite d'évaluation, mais bien avoir quelque chose de continu. Et puis également la possibilité d'identifier des indicateurs pour s'assurer que la démarche et les actions sont adaptées et pertinentes. Je passe la parole à Marion Ducas qui va vous faire un zoom sur l'outil d'appropriation du référentiel d'évaluation qui est proposé par Calirel. Oui, donc on vous propose un outil pour faire un peu une photographie en fait de votre établissement par rapport au référentiel. Donc vous pourrez filtrer, en fait, c'est un outil Excel. Vous pourrez filtrer en fait par thématique ou soit par mots-clés pour pouvoir en fait prendre un sujet, par exemple la bientraitance, et voir les critères qui y sont demandés. Vous pourrez remettre en exergue en fait ce qu'il y a dans votre établissement et vous aurez en fait une dernière partie où il y a les outils qui existent pour vous y aider. Et ça permet en fait de faire un état des lieux de votre démarche et on vous invite dans un premier temps à filtrer les critères impératifs pour commencer par les critères impératifs et après vous reprenez, vous pouvez reprendre tous les critères de l'évaluation, mais l'intérêt c'est vraiment de cet outil-là, ce n'est pas de faire le référentiel de A à Z comme ça, mais plutôt de reprendre par mots-clés ou par thématique, et du coup de pouvoir voir en fonction des thématiques où vous en êtes, et bien sûr, du coup, si ce n'est pas fait, définir un plan d'action qui ne s'arrête pas au jour de votre évaluation, bien naturellement. Donc, il y a cet outil-là qui peut vous aider. Et notamment, donc, Émilie va vous en parler juste après, nous avons également des fiches de recommandations de bonnes pratiques qui sont en lien avec le référentiel qui peuvent vous y aider.
Donc, n'hésitez pas à ouvrir ce document, à le consulter, puis à faire un état des lieux qui peut être repris en plusieurs temps, parce qu'on sait que vous n'allez pas pouvoir forcément consacrer une journée entière tout de suite, mais du coup, vous mettez des temps en fait bien définis pour remplir cet outil d'appropriation et du coup le faire au fil de l'eau. Et puis, ça vous permettra aussi de remettre les éléments que vous avez dans votre établissement, donc un peu comme des éléments de preuve en fait pour l'évaluation, pour savoir où sont vos documents à transmettre aux évaluateurs par la suite. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails, mais si vous voulez plus de détails, notamment sur cet outil ou sur les autres outils, on vous invite largement à regarder les MQMS sur la démarche qualité, la gestion des risques qui ont été faits l'année dernière. Voilà, merci. Merci Marion. Et puis Solène met à disposition sur le chat l'ensemble des liens où vous pourrez télécharger les ressources. Cet outil est entre autres téléchargeable sur le site de Kelly-Hell. Les étapes suivantes en fait vont consister à accompagner les équipes et les personnes accompagnées, puisque c'est aussi la spécificité de ce nouveau dispositif, c'est que les personnes accompagnées sont bien associées à la démarche d'évaluation et puis également de valoriser et de capitaliser sur cette démarche et on le verra également au travers des 2 retours d'expérience. Donc, en effet, il va être nécessaire de développer un plan d'accompagnement et d'appropriation des bonnes pratiques auprès des professionnels. Donc, on le disait, le référentiel existe, mais au préalable, il y avait les recommandations de bonnes pratiques professionnelles qui avaient été travaillées, donc capitalisées sur cet existant. Kelly-Hell met à disposition en fait des fiches de recommandations, de décryptage des recommandations de bonnes pratiques synthétiques. Donc, de la même façon, vous pouvez capitaliser sur ces ressources et les diffuser auprès de vos professionnels. Les recommandations, voilà, c'est éventuellement de dédier des espaces, des temps, des espaces d'échange avec les professionnels et les personnes accompagnées, et puis de travailler sur des supports. Alors, peut-être avez-vous déjà des choses existantes, ou alors vous pouvez créer des éléments type flash info, des supports pédagogiques, pour pouvoir générer et multiplier les supports pour proposer de la sensibilisation aussi bien individuelle et collective. On sait que les vecteurs de communication ne sont pas toujours faciles, donc plus on les multiplie, plus on arrivera à toucher les différentes cibles. Voilà, et l'objectif vraiment de cette communication, c'est vraiment d'expliquer l'intérêt. Je pense que les intervenants après y reviendront de la démarche et voilà, de quel sens vous voulez donner à toute cette démarche d'amélioration continue. Donc l'idée, c'est de pouvoir capitaliser et communiquer tout au long de la démarche d'évaluation, alors que ça soit avant, donc comme on le disait, au travers de flash info, voilà, et vraiment en ciblant l'ensemble des populations, les personnes accompagnées, les proches, les professionnels, mais également les partenaires qui pourront être évalués dans le cadre de la visite. Pendant la visite, il est également important, et je crois que Madame Faure y reviendra, sur comment on peut garder les personnes mobilisées et garder un climat de bienveillance et de confiance en lien avec l'organisme accrédité pour le bon déroulement de la visite. Et puis à la fin, en effet, il est intéressant et important de remercier, capitaliser, valoriser tout ce qui a pu être mis en exergue dans le cadre de la visite. Et puis, c'est aussi une opportunité, en effet, de se saisir de ces éléments pour poursuivre la démarche d'amélioration continue. Voilà, on voulait vous rappeler ces quelques enjeux en termes de méthodologie de conduite de projet, mais Madame Faure et Madame Giboulot vont revenir plus en détail et illustrer ces propos. On les remercie une nouvelle fois. Madame Faure, je vous laisse. Bonjour à tous. Donc, voilà mon retour d'expérience. L'établissement est un établissement associatif à but non lucratif de 64 résidents. Il est sur le modèle congrégationniste, pardon, qui a ouvert ses portes depuis 1939. C'est une congrégation qui était à l'issue de cette ouverture. Nous avons 53 résidents qui sont en hébergement permanent, 10 résidents dans notre unité Alzheimer au stade de la déambulation et un résident en hébergement temporaire. Nous sommes plutôt bien situés dans le bourg avec des commerces très à proximité sans avoir à traverser la route. L'équipe est constituée de 44 salariés, 33 ETP 52, avec 6 ans d'ancienneté en moyenne et 8 salariés ont plus de 15 ans dans l'établissement, dans l'équipe de direction qui est même à plus de 20 ans.
Le contexte particulier de cette évaluation externe est le fait que le délai qui a été demandé a été très court. Les documents sont sortis en décembre. En janvier, j'ai pris contact avec l'ARS pour me dire c'est totalement impossible et irréalisable. Pour autant, dans ce contexte, l'ARS m'a dit si, il faut y aller. Il ne nous est pas possible de pouvoir changer la date de cette obligation. Donc, fin janvier, il fallait y aller. Nous avons vécu tous les uns et les autres la période Covid 2020-2022 avec, pour ce qui nous concerne, des clusters que nous n'avons connus qu'en 2022. Nous avons eu 23 décès sur 64 résidents. Alors, je crois que Madame Faure a été déconnectée. Oui, c'est bien ça, Émilie. Elle est plus connectée. Alors, le temps qu'elle se reconnecte, est-ce qu'on avait déjà des premières questions, Solène, sur la première partie, peut-être? Elle se reconnecte en attendant la question. Par contre, simplement, Émilie, je pense qu'il doit y avoir un problème de bande passante. Donc, peut-être ne pas Je mettre. vais, Ouais. je vais lui rappeler de ne pas activer la caméra. Solène, je ne sais pas si tu la Alors, vois. Madame Faure est bien connectée. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? On vous Oui, entend. super. Par contre, il vaut mieux ne pas mettre votre caméra. Comme ça, on est sûr que toute la bande passante passe au moins pour le son. Alors là, c'est le micro que vous avez coupé. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est On bon, vous Madame entend. Faure. Je vous entends. C'est Merci. très compliqué parce qu'en réalité, il ne répond pas forcément à la commande, mon petit truc là. Voilà, donc dans ce contexte-là, nous avons, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, fait une demande de report à l'ARS, contexte extrêmement compliqué où tout le monde se sentait très épuisé et pour le coup, cette demande n'a pas été acceptée. Donc nous avons appréhendé l'évaluation externe dans un contexte très compliqué. Donc pour le coup, nous avons recruté une collègue. Donc, j'avais la chance d'avoir une collègue d'EHPAD qui a été membre de la commission d'élaboration HAS et donc qui est venue pendant un mois pour compléter l'outil d'appropriation Calirel. Elle a repris le référentiel et le manuel, a décrypté les questions sur un modèle identique à chaque fois et les attendus HAS. Et c'est comme ça que finalement, nous avons avancé au pas de course. Nous avons répondu, détaillé chaque question avec nos valeurs, nos pratiques, fonctionnement dans un délai extrêmement contraint. En parallèle, nous avons bien évidemment enclenché des réunions hebdomadaires avec une équipe dédiée qui a été volontaire. Nous avons priorisé les 18 critères impératifs pour pouvoir travailler sur une familiarisation du vocabulaire et les attendus de chaque critère. Nous n'avons pas eu le temps les participants étaient majoritairement volontaires, les équipes étaient prêtes, connaissent bien leurs pratiques, donc ça a été vraiment extrêmement simple. Et j'ai ajouté une journée de renfort d'IDE pendant 3 mois pour retravailler un petit peu la gestion documentaire, alimenter les éléments, mais vraiment, dans les faits, ça n'a pas été véritablement possible. Le temps a été extrêmement contraint et on l'a vraiment, à ce niveau-là, très mal vécu. Donc, toute l'information à l'équipe a été faite par voie d'affichage, également par les réunions que nous faisons tous les matins pour échanger sur l'évolution de notre travail.
Donc, à suivre, nous avons rencontré les 8 résidents choisis pour expliquer la démarche. Pour eux, c'était un petit peu complexe avec la crainte d'être interviewés. Donc, nous avons échangé sur la réglementation, sur les attendus de la rencontre, en mots évidemment le plus simple possible. Et ce qui a été intéressant pour nous, c'est le support CAPS sur l'entretien de la personne accompagnée qui nous a vraiment aidé sur la méthodologie. Nous avons également imprimé les documents utiles. Notre gestion documentaire est de 648 documents classés, mais qui n'ont pas été revus dans la période Covid. Donc, ils étaient en date de 2019. Finalement, un rebondissement est arrivé début mars, puisque l'ARS nous a dit que finalement, il concédait que nous étions sur un rythme insoutenable et nous accordait un décalage sur la date d'évaluation. Nous avons eu la chance de pouvoir le faire avec le cabinet d'évaluation et nous avons retardé la date. Nous sommes passés de mai à fin septembre. Nous avons utilisé ce temps complémentaire pour peaufiner la préparation, pour travailler via l'outil Calirel, via nos documents classés en gestion documentaire et également utiliser le support CAPS, entretien d'équipe professionnelle, qui est extrêmement bien fait également. Et ce sont vraiment les deux supports qui ont pu nous faire aller plus au-delà de ce que l'on pensait. Nous avons fini par envoyer les documents aux évaluatrices en juillet. Pour le choix de l'évaluation externe, le cabinet recruté, nous avons fait le choix d'en consulter 4. Ce sont les CV, le tarif et la situation géographique qui ont été les critères pour sélectionner le cabinet retenu. J'ai envie d'ajouter quand même que le cabinet retenu est un cabinet où les évaluatrices connaissent parfaitement les EHPAD et donc pour nous c'était important. La visite d'évaluation s'est faite du 19 au 22 septembre dernier. Une première demi-journée a été consacrée à préparer la mission à distance. Ensuite, nous avons une journée sur site qui a servi à rencontrer l'équipe, à visiter l'établissement et à réaliser alors j'ai des choses qui passent, et à réaliser l'entretien avec 3 résidents, les accompagnés traceurs, puis les 3 référents, les salariés qui s'en occupent. Mais il ne fallait pas que ce soit, des personnes qui, il fallait que ce soit des salariés différents, pardon. Les évaluatrices avaient déjà, par la lecture des documents transmis, un avis sur l'établissement. Elles ont cherché, donc du coup, par l'observation, par les échanges, à affiner cet avis. La seconde journée sur site a permis la consultation de documents en matinée. Et ensuite, il y a eu une réunion collective avec les 8 salariés volontaires qui avaient été préparés depuis le début de l'année, de jour et de nuit, pour échanger sur nos pratiques. Les documents utiles ont été imprimés. Du coup, l'évaluatrice, qui était ancienne directrice d'EHPAD, s'en est saisie, les a consultés et l'évaluatrice infirmière a passé du temps avec l'infirmier coordonnateur et le médecin. La réunion d'après-midi a permis de retravailler avec les salariés et elle a été facilitée grâce aux réunions préalables déjà réalisées. On se rend compte que les réunions qu'on a pu faire chaque semaine ont vraiment permis d'avoir le bon vocabulaire et les bonnes postures pour expliquer nos pratiques. Voilà. La dernière journée sur site donc, a permis de rencontrer les membres du Conseil de vie sociale dans notre contexte compliqué également, puisque ça faisait quand même un petit temps que le Conseil ne s'était pas réuni. Et du coup, les évaluatrices se sont entretenues avec les résidents, les familles, et se sont également entretenues à nouveau avec 8 professionnels volontaires, pas forcément les mêmes, sur l'audit système. La réunion de conseil de vie sociale, voilà, s'est faite dans une certaine complexité et la rencontre avec les professionnels a été fluide car l'équipe était rassurée, prête et le premier contact qu'elles avaient eu avec les évaluatrices nous permet véritablement d'être rassurées.
Une ultime journée à distance a été utilisée pour échanger et clarifier les pratiques. Des questions se sont posées. On a questionné les documents, on a repris les éléments et on a pu faire des échanges ensemble sur ce qui restait un petit peu flou. Voilà. Voilà, j'avais envie de vous présenter le niveau atteint. Nous sommes sur une cotation de 4 et la complexité de notre démarrage, de notre préparation, permet quand même de dire que quand nous avons quelque chose d'ancré au niveau qualité, il ne s'agit pas finalement de retravailler les documents, de les mettre à jour. Il s'agit de travailler avec les documents au quotidien et de nous permettre de les enrichir. Mais la méthodologie, les documents connus étaient bien respectés et les pratiques correspondent bien à notre gestion documentaire. Donc, ça n'a pas été très compliqué pour les équipes d'expliquer les pratiques qui correspondaient totalement aux éléments que nous avions dans la gestion documentaire. Notre constat a été que la qualité est intégrée à nos pratiques et même si les documents n'étaient pas à jour, nous avons quand même l'intérêt de travailler avec. Les évaluatrices ont été très intéressées par les éléments qui avaient une attention voilà, profonde. Alors, je ne vois pas tout sur le côté, ce n'est pas toujours évident. Donc, en tout cas, les évaluatrices ont beaucoup apprécié le travail et les éléments fournis. Nous avons un trinôme dans l'établissement, directrice, médecin coordonnateur, infirmier référent. Nous sommes là depuis plus de 20 ans, donc véritablement aidant pour nous dans les faits, puisque l'on a pu échanger et on a pu expliquer un petit peu toutes nos pratiques. C'est vrai que c'est nous qui avions mis la gestion documentaire en place, donc les valeurs, les documents, les pratiques. Nous avons associé les professionnels volontaires à cette évaluation et notre réunion quotidienne de 10h à 10h30 nous permet également une vraie plus-value sur la préparation de la mission, puisqu'on a pu travailler ensemble chaque jour, mais également apporter nos éléments sur l'avancée de cette préparation. Le recrutement de ma collègue infirmière, directrice d'EHPAD, a également fait la différence puisqu'elle maîtrisait le référentiel et le manuel HAS. Ce fut forcément un gain de temps et de compréhension de la commande. Véritablement, nous avons eu du mal à entrer dans le vocabulaire. Son aide a vraiment fait la différence. Je pense qu'on était vraiment fatigués et puis cette contrainte rapide où il fallait répondre dans des délais extrêmement courts était vraiment, vraiment difficile à assimiler pour nous. Donc, nous avons également eu la chance d'avoir des évaluatrices qui parlent le même langage et ça, pour moi, c'est essentiel. La compréhension de notre fonctionnement a été facilitée grâce aux fonctions antérieures et les échanges ont pu être approfondis, extrêmement fluides. Les questions à se poser, eh bien, c'est de savoir comment on peut appréhender le référentiel et le manuel. L'un ne va pas sans l'autre et il est vraiment important d'approfondir chaque question avant de se la poser. Comment emmener ces équipes dans l'évaluation? Comme je vous l'ai dit, à un moment donné, une partie de l'équipe avait évolué, avait été modifiée. Donc, l'idée, c'était vraiment de se retrouver dans les valeurs de notre travail et plus globalement, les valeurs de l'établissement et ce que l'on souhaite apporter aux résidents que nous accueillons. Comment choisir les résidents ressources? C'est aussi un questionnement que nous avons à avoir, enfin, que nous avons eu et qu'il y a à avoir, parce que ça n'est pas si simple que ça, et parce que les résidents, pour certains, ne se sentent pas la capacité de le faire. Et comment former les groupes de salariés volontaires dans un contexte où les équipes sont modifiées. Les équipes sont également épuisées et nos recrutements étaient assez récents. Voilà les questions que nous avons eu à nous poser et qui nous ont permis finalement d'avancer et d'avoir un résultat extrêmement positif.
Merci Madame Faure pour ce retour d'expérience fort intéressant et qui montre que malgré des délais contraints comme vous l'avez souligné, le dispositif d'évaluation il était l'occasion pour vous de valoriser la dynamique d'amélioration continue de la démarche qualité qui était en place au sein de votre établissement. Alors j'imagine que les participants auront certainement un certain nombre de questions à vous poser. On vous propose de poursuivre avec le second retour d'expérience. Et puis, voilà, on vous laissera la parole juste après pour que vous puissiez interpeller Madame Faure sur des éléments que vous souhaiteriez compléter. Je vais laisser maintenant la parole à Madame Giboulot qui va présenter un second retour d'expérience sur le secteur SIAD au travers de l'ADAMAD. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Coralie Giboulot. Donc, je suis responsable qualité au sein de l'ADAMAD depuis bientôt maintenant 1 an. Donc, je vais faire un retour d'expérience sur l'évaluation que nous avons pu avoir au niveau de nos services de soins infirmiers à domicile. Donc, très rapidement, l'ADAMAD, donc, nous sommes une association départementale d'accompagnement et de maintien à domicile. Nous sommes basés du coup sur tout le territoire vendéen et nous avons plusieurs activités. Nous avons de l'activité à domicile, que ce soit du soin ou de l'aide, mais également 2 hébergements temporaires, 2 accueils de jour, 2 services aussi de portage de repas, une équipe spécialisée Alzheimer et une équipe d'appui en réadaptation et adaptation. Donc, ça représente environ 430 professionnels. Donc, nos activités, comme je vous disais, aide à domicile, soins à domicile, portage de repas et hébergement. Notre représentation, du coup, sur le territoire de la Vendée. Et donc, pour le service de soins à domicile, à la DAMAD, nous en avons 5. Ça représente 536 places qui sont réparties, du coup, sur l'ensemble du département. Nous avons 524 places pour les personnes âgées de plus de 60 ans et 12 places pour les personnes en situation de handicap. Donc, pour revenir du coup à l'évaluation que nous avons eue, tout d'abord, il y a eu une étape de préparation de la visite. L'étape du coup de préparation de la visite, c'est à différents niveaux. Donc, au niveau de la direction, ça a été de rédiger du coup un cahier des charges pour faire un appel d'offres, de partir de la liste officielle effectivement des prestataires pour essayer de déterminer ceux qui nous conviendraient le mieux. Donc visiblement, là, je n'étais pas présente, mais la direction m'a expliqué qu'en fait, elles avaient contacté toutes les personnes de la liste sur un secteur géographique qui est sur l'ouest de la France. À la suite de ça, elles ont sélectionné 2 prestataires qu'elles ont eu en entretien. Et suite au devis, le coût financier qui n'est quand même pas anodin, elles ont sélectionné un prestataire. Donc ensuite, il y a eu une réunion de rencontre avec le prestataire. Donc ça, c'était au mois de mars. Cette réunion a permis de préparer l'évaluation, donc de définir les dates d'évaluation, de lister du coup les documents à transmettre aux évaluatrices. Ça nous a permis également de rencontrer les évaluatrices, de voir aussi un petit peu leur expérience. Donc nous avions 2 évaluatrices, une qui avait une expérience plutôt EHPAD et une qui avait une expérience plutôt personnes handicapées. Donc, elles n'étaient pas forcément expertes dans le domicile, mais du coup, au vu de leur expérience, l'évaluation a pu se faire sans problème. Ce qui s'est passé également, ça a été la sélection des personnes accompagnées. Donc, nous, on a eu des critères. On nous a demandé de sélectionner des personnes avec sexe, âge différent, des GIR différents, des motifs de prise en charge différents, savoir si les personnes à domicile vivaient seules ou pas, ou si elles souhaitaient également être accompagnées lors de l'entretien, puis si elles étaient en capacité de s'exprimer. À la suite de ça, on a également eu une proposition de planning. Donc, au niveau des équipes, en effet, souvent, quand on parle d'évaluation, c'est quelque chose qui met en stress les équipes. Donc, ce qui a été important de faire, c'était vraiment une présentation de la démarche d'évaluation, une présentation du référentiel, des outils que nous avions à disposition. Donc là, je me suis vraiment, moi, aidée d'une présentation qui avait été faite par Calirel.
C'était une présentation qui reprenait tous les critères impératifs parce que là aussi, nous sommes allés vraiment à l'essentiel sur les critères impératifs. Comme vous pouvez le voir, moi, je suis arrivée au mois de mars. Au mois de mars, on a fait du coup la réunion avec le prestataire. Et au mois d'avril, j'ai préparé les évaluations avec les équipes puisque nous avons eu toutes nos évaluations au mois de mai. Donc, la période de préparation a été très courte. Donc, il fallait vraiment aller à l'essentiel. Donc, il y a eu différentes réunions de fait avec les encadrantes qui sont les infirmières coordinatrices qui encadrent les équipes de terrain, donc qui sont majoritairement que des aides-soignantes, et avec les référents de qualité. Parce que j'ai de la chance d'avoir au niveau de tous les sites, donc les 5 SIAD, j'ai 5 référents de qualité qui étaient là également en soutien pour préparer à cette démarche d'évaluation. Ce qui a également été fait, c'était une auto-évaluation sur la plateforme Sinae. Donc, la plateforme Sinae, c'est la plateforme officielle. On a passé environ une demi-journée pour remplir site par site la plateforme avec une encadrante. À la suite de ça, du coup, donc on a eu un premier plan d'action avec des pistes d'amélioration, des points du coup qui étaient faibles. Donc, on a essayé de corriger certains points du coup en un mois lorsqu'on le pouvait. Après, ce qui a été dit, c'est que vraiment c'est une évaluation, c'est une image à un instant T. Même si on ne répond pas à tous les critères, l'objectif après, c'est de mettre en place un plan d'action. Donc, ce qui était important, c'était déjà d'identifier s'il y avait des choses qui n'allaient pas sur les critères impératifs, de définir déjà notre plan d'action, de définir nos délais et des indicateurs. Mais si le jour de l'évaluation, tout n'est pas correct, il n'y a pas d'inquiétude. C'est vraiment de se dire que c'est une image à un instant T et qu'il y a le plan d'action qui viendra derrière. Nous avons également eu la sélection des 6 personnes accompagnées, les personnes qu'on appelle traceurs selon les critères. Ce qui est compliqué, c'est qu'au domicile, donc, faut se déplacer, faut aller rencontrer les gens, faut avoir leur accord. L'obtention du consentement était obligatoire. Donc, du coup, ça prend beaucoup de temps de trouver des personnes qui sont d'accord, leur expliquer l'évaluation. J'ai envie de dire, on est allé vraiment très simple. On leur a expliqué qu'il y avait une personne extérieure qui avait besoin de savoir si les personnes accompagnées étaient satisfaites en fait de leur prise en charge, satisfaites des professionnels, satisfaites au quotidien. On n'est pas rentré dans le détail de l'évaluation parce que effectivement on a des personnes avec des compréhensions qui sont du coup différentes. Donc l'objectif c'était vraiment de leur expliquer que les personnes pouvaient s'exprimer sur leur prise en charge. Donc à la suite de ça, du coup on a eu 6 personnes qui ont été sélectionnées par SIAD. On a pu du coup organiser le planning. Le planning aussi, donc ça nous a engendré des contraintes parce qu'au moment de l'évaluation, je vais vous présenter tout à l'heure le planning, il a fallu que des aides-soignantes du coup soient interrogées par les évaluatrices. Donc ça demande des remplacements d'aides-soignantes et on est déjà dans un contexte où on a du mal à recruter des aides-soignantes. Donc ça a quand même été une contrainte et un remaniement de l'organisation des tournées et de remplacement des aides-soignantes pour l'évaluation. L'organisation aussi du déroulement des évaluations, nous avions 2 évaluatrices, donc on nous a demandé d'avoir 2 salles différentes à disposition pour les entretiens, parce que tous les entretiens étaient confidentiels, et des connexions Wi-Fi pour qu'elles puissent avoir accès à leur plateforme Sinae pour commencer déjà à compléter du coup pour le pré-rapport. Donc ensuite, avant l'évaluation, on a eu une réunion dite d'ouverture où les participants étaient les directrices, le conseil d'administration et moi-même. L'objectif de cette réunion d'ouverture était le rappel de l'évaluation, le rappel de la méthodologie, que les 2 évaluatrices puissent se représenter au conseil d'administration notamment, de présenter le planning définitif, de demander les documents qui étaient manquants, de sélectionner les 3 personnes accompagnées traceurs par site. En effet, on était parti sur 6 personnes et ensuite elles ont sélectionné 3 personnes accompagnées. C'est important qu'on ait l'information une semaine avant pour revenir du coup vers les personnes accompagnées, pour voir si les personnes accompagnées allaient bien aussi, parce qu'effectivement, on peut avoir des hospitalisations, des choses qui ne sont pas prévues. Et puis de revoir du coup la logistique avec les évaluatrices, comment
comment ça se déroule en termes de repas, en termes de salles, etc. Donc, le planning, voilà, moi, ça m'a pris tout le mois de mai. Donc, on a eu nos 5 SIAD qui ont été évalués, mais également nos 2 hébergements temporaires et nos 2 accueils de jour. Une journée type pour un SIAD. En général, on démarrait à 8h30. 8h30, 9h15, on était sur une réunion d'ouverture et visite des locaux. Donc là, c'était en présence de la direction, des infirmières coordinatrices et de moi-même. L'objectif, c'était aussi de se caler sur le planning, voir si tout le monde était bien disponible, que ce soit du coup en termes d'aide soignante et en termes de personnes accompagnées, parce que comme on le sait bien, le domicile aussi, du jour au lendemain, il est possible que les personnes ne soient pas présentes. Après, de 9h30 à 10h15, les évaluatrices se séparaient chacune. Elles allaient voir du coup une personne accompagnée. C'est elles qui se déplaçaient toutes seules chez les personnes accompagnées. J'insiste bien sur ça parce que tout au début, nous, ce qu'on souhaitait, c'était nous déplacer avec elles pour les accompagner, pour les présenter, pour que les personnes accompagnées ne soient pas forcément mal à l'aise. Mais ce sont elles qui ont souhaité se déplacer toutes seules. Donc la veille, on avait bien rappelé toutes les personnes accompagnées pour leur expliquer que des personnes extérieures allaient se présenter chez elles pour leur poser des questions. Après, les évaluatrices en soi, elles sont formées. Et à chaque fois, ça s'est très, très bien passé avec toutes les personnes qu'elles ont pu rencontrer. De 10h30 à 11h15, donc on en avait une autre qui allait voir une 3e personne accompagnée et une qui revenait sur site pour rencontrer une aide-soignante. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle rencontrait une aide-soignante qui avait vu dans la semaine précédente la personne accompagnée pour pouvoir échanger aussi sur sa prise en charge. De 11h30 à midi 12, pareil. C'était la même chose, mais avec d'autres aides-soignantes. Donc, on a 3 aides-soignantes qui ont été sollicitées du coup le matin pour être évaluées sur le chapitre 1 en lien avec les personnes qu'elles accompagnent au quotidien. Et l'après-midi, du coup, on a 2 autres aides-soignantes qui ont été vues de 13h45 à 15h15, là sur le chapitre 2 et 3. Donc, de manière du coup plus générale sur les différentes thématiques. Et de 15h30 à 17h, du coup, c'est plutôt la direction qui a été vue, les IDEC et moi-même, plus un administrateur. Là, c'était important qu'on soit tous présents parce qu'on s'est aperçu que selon les questions, ça concernait soit la direction, soit les infirmières coordinatrices ou soit moi-même. Ensuite, du coup, les évaluatrices se faisaient une synthèse entre elles et on avait un débriefing, du coup, avec la gouvernance de 17h30 à 18h. Donc, c'était des journées bien complètes qui sollicitaient quand même un certain nombre de professionnels. À la suite du coup de toutes les évaluations, donc on a eu une réunion de clôture, c'était à peu près quelques jours après l'évaluation. Donc là, on est revenu comme la grande réunion d'ouverture, c'est-à-dire on avait en participant les directrices, le conseil d'administration et moi-même. L'ordre du jour, c'était surtout de remercier parce que l'évaluation s'est très très bien passée, que ce soit l'accueil, donc c'est un remerciement général des 2 côtés, que ce soit de notre côté et de côté des évaluatrices. C'est un rappel du planning de toutes les personnes qui ont été rencontrées, une synthèse de l'évaluation. La synthèse, elle était vraiment focalisée sur les critères impératifs parce que quelques jours après, les évaluatrices n'avaient pas du tout eu le temps de commencer le pré-rapport. Donc, on était vraiment un focus sur les critères impératifs, les résultats, et puis de nous informer ensuite sur le suivi, le déroulé du rapport d'évaluation. Donc, la direction ensuite a remercié tous les professionnels. Il y a une note d'information qui a été affichée. L'information a également été transmise aux réunions de service. Et ensuite, on a décidé de faire également un courrier pour remercier du coup les personnes accompagnées qui ont été vues par les évaluatrices.
Pour le rapport, donc il y a eu la réalisation des évaluations. Les évaluatrices avaient 1 mois du coup pour nous fournir un rapport. La réception du rapport, elle a été faite directement via Sinae, enfin du pré-rapport, pardon. Ça a directement été fait via la plateforme Sinae. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'avait pas forcément de notification de Sinae comme quoi que le rapport était prêt. C'était également les tout débuts du test de la plateforme. Donc, les évaluatrices revenaient également vers nous pour nous dire que c'était OK du coup sur la plateforme. Nous, ensuite, on avait 1 mois pour relire le rapport, pour apporter des commentaires. En général, franchement, on a eu très, très peu de commentaires parce qu'il y avait eu la réunion de clôture où on avait beaucoup échangé avec les évaluatrices s'il y avait des petites choses à leur faire remonter. Donc, très peu de commentaires à notre niveau. Et ensuite, on a eu du coup le rapport officiel. Étant donné qu'on a eu peu de commentaires, dans des brefs délais, on a eu le rapport officiel. Donc, les évaluatrices évaluent les rapports et valident du coup le rapport sur la plateforme Sinae. À la suite de ça, donc, j'ai élaboré un plan d'action en lien notamment avec les critères impératifs. On est vraiment resté sur ça. Le rapport et le plan d'action a été diffusé du coup au conseil départemental et à l'ARS. Les résultats ont tous été présentés au niveau de nos différentes instances et comités, donc conseil d'administration, comité de direction, aux encadrantes et aux équipes de terrain. Et donc, à la suite de cette évaluation, il y a des groupes de travail qui ont été mis en place avec les référents de qualité des sites pour mettre en place, du coup, les actions qui ont été demandées en lien avec l'évaluation. Donc, cette visite d'évaluation, pour vous faire une petite synthèse un petit peu des plus et des moins. Donc, on a eu les différents retours. Les retours des professionnels, je vais commencer par les moins, c'est qu'il y a beaucoup de questions. Les évaluatrices ont vraiment repris, comme vous voyez, le référentiel est fait avec beaucoup d'items, donc il y a beaucoup, beaucoup de questions. Donc, quand elles sortaient des entretiens, à chaque fois, elles me disaient beaucoup, beaucoup de questions, j'en peux plus. Je me demandais quand ça allait s'arrêter parce que certaines fois, les entretiens pouvaient être longs. Ça pouvait être 1 heure et demie. Quand vous avez une aide-soignante avec une évaluatrice, ça peut être très, très, très long. Et ce qui les a un petit peu gênés, c'est que les évaluatrices étaient neutres. Donc, quand elles répondaient aux questions, il n'y avait pas forcément un sourire ou ah oui, oui, d'accord, on est d'accord, votre réponse est correcte. Il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et ça, du coup, je me suis dit que je les avais peut-être pas préparées à ça. C'est que les évaluatrices, c'est normal qu'elles soient neutres. Et ensuite, après, on a les retours et on voit s'il y a des choses à améliorer. Moi, je les avais vraiment préparées dans le sens où on va vous poser des questions, du coup, sur votre activité quotidienne. C'est des choses que vous avez l'habitude, vous avez votre expérience, vous savez ce que vous faites au quotidien. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais elles auraient aimé avoir des évaluatrices qui leur fassent un petit signe, oui, c'est OK ou non, c'est pas OK. Donc ça, c'était leur retour en termes de moins. Les plus, c'est qu'elles ont trouvé que ça leur avait vraiment permis de se poser et de se questionner aussi sur leur pratique. On leur a posé beaucoup de questions parce que le référentiel est ciblé en lien avec la personne accompagnée, ses droits et ses libertés. Et elles, ce qu'elles se sont dit, c'est que par exemple, la charte droits et libertés de la personne accompagnée, c'est un outil. Elles le connaissent, on va dire, vaguement. Elles savent que dans leur mission, elles respectent bien les droits et libertés des personnes accompagnées. Mais l'outil, en fait, des fois, elles l'oublient. Et là, elles ont vraiment vu que le référentiel s'était orienté avec tous les outils qui existaient. Et malgré le stress pour certaines personnes, hein, parce que ça, on peut pas l'enlever, hein, on essaye de les rassurer au mieux, mais bon, elles ont été ravies d'avoir eu la possibilité de parler de leur quotidien parce qu'elles se rendent compte qu'effectivement, à des personnes extérieures, c'est rare qu'elles puissent du coup évoquer leurs pratiques quotidiennes. Donc, il y a quand même eu une satisfaction générale des professionnels qui ont été interrogés. Au niveau de la direction et des encadrantes, elles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les questions sont vraiment diverses quand on passe le chapitre 2 et 3. Donc, c'est important qu'on soit nombreuses pour que chacune, du coup, puisse apporter ses réponses selon, du coup, son domaine. Donc, ça, c'était vraiment les moins, c'est que les questions sont diverses, mais c'est important qu'on soit quand même tous ensemble.
La direction était très contente parce que les résultats étaient très positifs. Le petit schéma qui vous a été présenté, ben, on a à peu près la même chose sur les cotations de 4. Donc, à partir du moment où les résultats sont très positifs, la direction reste quand même très satisfaisante. Et moi, de mon côté, en tant que responsable qualité, j'étais frustrée parce que j'ai pas pu accompagner les évaluatrices tout au long de la journée. En plus, venant d'arriver, j'aurais bien aimé effectivement avoir cette expérience et pouvoir suivre et voir ce qui se dit au niveau aussi des professionnels. Bon, voilà, c'était mon petit côté frustration, mon petit côté petit moins. Par contre, le plus, c'est que c'est vraiment une démarche qui est constructive. Je trouve que le référentiel est très bien fait. On remet bien, du coup, la personne accompagnée au cœur de la démarche. Et ça, c'est important, je trouve. Avec une mise en évidence aussi des points améliorés. Donc, ça permet vraiment aussi de mettre en avant aussi ou de relancer une dynamique qualité, parce que c'est vrai que la dynamique, dans certains secteurs, avec le Covid, c'est un petit peu ralenti, la gestion documentaire, les documents qui n'ont pas toujours été bien actualisés. Mais là, ça a vraiment permis de consolider les choses, que les professionnels aussi soient au cœur de cette évaluation. Et c'était une aide après pour mettre en place des groupes de travail et montrer l'importance du coup de la qualité et l'importance d'une bonne prise en charge aussi pour nos personnes accompagnées. Et puis, du coup, la satisfaction des professionnels quand j'ai pu présenter les résultats. Effectivement, quand on voit que les résultats sont bons, les professionnels sont satisfaits parce que des fois, on est noyé dans l'activité. Des fois, on les remercie pas suffisamment. Et là, ça a vraiment permis de valoriser aussi qu'on avait des professionnels qui étaient expertes et consciencieuses dans leurs tâches au quotidien. Donc, voilà pour ma présentation. Je pense que c'était ma dernière diapositive. Oui, merci Coralie. C'est vrai que c'est l'occasion et tu as insisté de valoriser vraiment les pratiques des professionnels. C'est vraiment cet effet levier qui ressort. Et puis, merci pour la présentation détaillée des différentes étapes. Ça rend, je pense, plus concret pour les participants le déroulement aussi bien de la préparation que de la visite. Et puis, on voit l'importance d'anticiper et de préparer cette visite. On vous propose de passer sur le temps qu'il nous reste à un temps d'échange. Donc peut-être que Solène et Marion, il y a un certain nombre de questions, me semble-t-il, qui sont arrivées sur le chat et auxquelles on va pouvoir répondre. Alors oui, effectivement, il y a quelques questions. Alors la dernière arrivée, c'est est-ce que vous pouvez donner une ordre d'idée sur le coût des évaluations? Alors je vais peut-être laisser les deux intervenantes s'exprimer si elles le Oui, 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 souhaitent. moi je veux bien en parler. Donc pour un établissement de 64 résidents, le coût a été de 10 500 euros. Et Coralie, je ne sais pas si toi tu as une Alors notion. moi, ouais, je regarde, parce qu'en fait, comme vous le savez, moi, l'évaluation, ça concernait 5 TIA, 2 hébergements temporaires, 2 accueils de jour. J'essaie de vous trouver ça. Le temps que tu recherches, peut-être préciser qu'en fait, il y a quand même une grande variabilité selon les typologies de structures, le nombre d'évaluateurs. Voilà. Il n'existe pas en tout cas d'éléments de comparaison à ce jour et de consolidation. Voilà, donc c'est vraiment en fonction des retours aux appels d'offres que vous aurez. Mais voilà, ça vous permet avec la résidence Saint-André d'avoir un ordre d'idée, Coralie, Moi, aussi, je suis sur un montant de 34 000 euros. pour Mais l'ensemble c'est de... ouais, mais c'est quasi quand même un mois d'évaluation et voilà. donc ça concerne 9 structures. Ok, Voilà pour merci. cette première. Alors, ensuite, il y a des questions relatives à Sinae, donc peut-être de rappeler. Alors, je vais vous les poser à la filée. Donc, est-ce possible d'extraire cette auto-évaluation de Sinae, puisque Coralie, vous avez parlé d'une Oui. auto-évaluation sur Sinae. Et puis, il y a une autre question. Le coût de Sinae est-il élevé? Donc, je pense que c'est important de recontextualiser du coup Sinae.
Alors peut-être qu'on peut recontextualiser Sinaï en effet. Donc c'est un outil, une plateforme en fait d'interface et d'échange au travers du dispositif d'évaluation. Donc il n'y a pas de coût. En revanche, il faut faire la demande pour être inscrit. Donc on pourra vous remettre, je sais pas Marion si tu es en train de le faire, le lien et le contact mail sur la page de la HS où vous retrouverez l'ensemble des éléments avec des guides en fait d'utilisation et voilà une adresse de contact. Donc voilà, c'est vraiment un outil gratuit et qui sert à être dans l'interface, les échanges avec la HAS et l'organisme accrédité. Donc pas de coût généré sur cette démarche-là. Le coût, il est bien porté par l'organisme, enfin dans le cadre de l'évaluation au regard du recrutement de l'organisme accrédité, ce qu'on précisait précédemment. Et Coralie, peut-être que tu souhaites expliquer comment tu as pu travailler sur l'auto-évaluation et extraire les éléments. Oui, alors en fait, quand je dis qu'on peut faire directement l'évaluation dessus, ça veut dire qu'on a accès en fait à tous les thèmes. Et en fait, par thème, il y a une cotation entre 1 et 4. Et on se cote si on pense que nos outils répondent bien et que c'est satisfait. Alors là, on se met une note de 4. Si on sent que bah, nos outils ne répondent pas du tout, bah, du coup, on se cote une note de 1. On peut tout extraire. Notre auto-évaluation, on l'avait extraite parce que moi, je l'avais transmise aussi bah, aux équipes, aux directions pour que tout le monde sache bien en fait de quoi il s'agit. Par contre, la grosse problématique, moi, je le trouve sur cette plateforme, alors peut-être qu'elle a évolué parce que moi, je l'ai utilisée du coup il y a déjà 1 an, c'est qu'on ne peut pas créer de plan d'action. On ne peut pas se faire le plan d'action sur la plateforme Sinae. Et ça, j'avoue que c'est un petit problème quand même pour le suivi, parce qu'on se retrouve à avoir ben, toute l'évaluation, mais on peut pas mettre d'action en face des items pour lesquels on a des notes de 1 ou de 2, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le point noir. Après, je sais qu'il y a certains peut-être utilisent des applications qualité. Et dans les applications qualité, vous pouvez également faire votre auto-évaluation. Et là, vous pouvez lier du coup votre plan d'action pour avoir une vision globale des choses. Et nous, à cette époque, on n'avait pas d'application qualité. Donc, on était vraiment passé par les outils de l'HAS via cette plateforme. Mais c'est vrai que c'est mieux de pouvoir avoir un plan d'action lié à son auto-évaluation. Après, c'est possible de tout extraire. Le pré-rapport, on pouvait l'extraire également. Et le rapport final, on peut l'extraire également. Mais par contre, on a toujours cette problématique qu'on n'a pas de plan d'action lié, qu'il faut du coup le créer à côté. Mais L'idée, pardon, les évaluatrices, du coup, n'ont pas le choix d'utiliser cette plateforme. Et justement, l'idée, oui, pardon. pardon. Vas-y, Solène. En Je question, voulais en juste fait, rebondir sur la notion de plan d'action, en fait, et de dire que l'idée étant d'intégrer aussi quand même cette démarche à une démarche d'amélioration continue, c'était de raccrocher le plan d'action au plan d'action de la démarche qualité générale et pas seulement à l'évaluation. C'est peut-être pour ça, d'où Oui. l'intérêt en effet des outils que tu peux citer autrement. Et en effet, tu voulais rebondir, Solène, sur une autre question. bah oui, parce qu'en fait, Oui. il y a une question qui se pose sur quand on fait cette démarche de s'auto-évaluer sur Sinae, est-ce que c'est visible du coup par les évaluateurs? Est-ce que vous savez ça? Si... Alors, Parce qu'après... je pense que c'est visible parce que, alors, nous, c'était un prérequis avant de faire l'évaluation. Donc, je pense que c'est visible. Ok. Alors, j'avoue que j'ai pas forcément la réponse, Marion, je sais pas. Alors, c'est vrai que sur l'outil Ciné, nous, on est moins. Mm. Oui, En tout normalement, cas, c'est visible parce que l'idée, Je pense que c'est que les évaluateurs voient, en fait, si par exemple, vous avez votre évaluation en 2027, si vous faites une évaluation cette année, puis une en 2025, bah, ils puissent voir aussi l'évolution, l'amélioration continue, en fait, de l'établissement et vos auto-évaluations dans la logique. Après, en pratique, je n'ai pas vu Ça. les choses, mais Mais normalement, c'était prévu. c'est ce qui était, puisque l'idée étant de valoriser aussi la dynamique de l'établissement, comme on l'a dit. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur Sinae, du coup, Solène? alors sur Sinae, non. Mais d'autres Et questions? il y a une autre question, quelqu'un qui s'interroge sur est-ce qu'il existe des listes de questions qui pourraient être posées? Est-ce que c'est quelque chose
pour les 2 retours d'expérience là dont vous aviez bénéficié ou est-ce que vous avez connaissance de ça? Hmm, non. Non, on avait repris, pour la préparation, moi j'avais vraiment repris les outils qu'on a déjà, les fiches d'événements indésirables, le plan bleu, la charte bien-traitance, tous les outils qualité qu'on a déjà. Après, on n'avait pas de liste, mais tous les items sont quasi tous, enfin, sont repris au moment de l'évaluation, hein. C'est ce qu'il faut se dire. En fait, il y a vraiment des questions à chaque fois et ça reprend l'auto-évaluation, c'est exactement ce qu'elles ont les évaluatrices. Donc, à partir de l'auto-évaluation que vous avez, ben, faut vous dire que les évaluatrices, faut qu'elles complètent la même chose. Alors, Donc, pour les ce qui me con- Pardon. Oui. Pour ce qui me concerne, moi, j'ai travaillé avec les documents CAPS que j'ai évoqués pendant mon retour d'expérience. Et là, vous avez effectivement un certain nombre de questions concernant les résidents et concernant les professionnels. Ok. Et puis, donc oui, en effet, l'auto-évaluation et la possibilité aussi de s'appuyer, on l'évoquait hein, sur les fiches de recommandation de bonnes pratiques, la synthèse qui est proposée par Kelly et qui reprend les grandes thématiques et qui vont évoluer prochainement avec un certain nombre de questions qui ont été évoquées aussi au travers des MQMS. C'est vraiment des outils sur lesquels vous pouvez capitaliser voilà, qui recensent un certain nombre de questions à se poser dans le cadre de l'évaluation. Et ça répond un petit peu à la question. Il y a une personne qui demandait s'il y avait des questions déjà de poser. En fait, il existait un outil pour déjà se poser des questions sur les thématiques. En fait, ils existent dans les MQMS où on vous remet en fait les questions à vous poser sur chaque thématique. Donc l'idée, vous reprenez dans chaque MQMS, vous avez les questions à vous poser sur la thématique en question en lien avec le référentiel. Donc, on voit effectivement l'outil CAPS, les MQMS et les fiches. Les fiches. Euh, alors, il y a quelqu'un qui se pose la question si c'est encore possible de prendre une question Alors, attends, je regarde en termes d'horaire. Oui, on va. sur concernant les documents à fournir au préalable, combien pour les 2 retours d'expérience, combien vous en avez envoyé? Parce que eux sont en phase d'AO. Certains L'appel organismes, d'offres. d'appel d'offres, pardon. Certains organismes en demandent 30, d'autres 8. Pour Alors, ce qui me concerne, à Saint-Hilaire de Chaléon, les documents transmis sont plutôt de l'ordre de 200 à 300. et Et pour moi, j'aurais dit 60 au moins. Mm. ça, c'est vraiment à définir voilà, dans le cadre des échanges préparatoires avec l'organisme accrédité pour le Mm. volume et la façon de mettre à disposition la documentation sur laquelle ils vont s'appuyer pour préparer la visite. Dans les faits, effectivement, nous avons des thématiques et après, en regardant la gestion documentaire qui est la nôtre, on peut essayer de valoriser les thématiques par les documents que nous avons. Après, ça dépend effectivement des établissements, des gestions documentaires et puis des fonctionnements, j'ai envie de dire. Alors, je rebalaye aussi les Oui, questions. il y avait une question, c'est quand est-ce qu'il fallait s'inscrire sur Sinae? Vous pouvez vous inscrire à partir de aujourd'hui. Il n'y a pas du tout de délai en fait. Vous auriez pu créer votre compte dès l'ouverture l'année dernière de Sinae. Vous auriez pu faire votre compte et du coup pouvoir avoir accès à Sinae pour regarder comment cela fonctionne. Donc il n'y a pas de date en fait. Au contraire, dès que possible, vous pouvez ouvrir vous inscrire sur Sinaï. Je vois qu'il y avait une question à laquelle tu as répondu sur la liste des organismes accrédités. Donc, elle est disponible en effet sur le site de la HS. Elle évolue régulièrement. N'hésitez pas à la consulter. Et puis, on vous remettra le lien également dans le diaporama. Et j'avais vu une toute première question sur quand on a des activités sanitaires et médico-sociales, est-ce qu'il est possible d'avoir un plan d'action commun? Alors, en effet, dans la pratique, le plan d'action est commun. Après, c'est comment vous pourrez valoriser ce qui relève vraiment du médico-social dans le cadre de l'évaluation.
Mais voilà, l'idée d'avoir un plan d'action, c'est quelque chose qui va au-delà de l'évaluation et qui vive. Donc, utilisez les outils que vous utilisez habituellement, capitalisez encore une fois sur votre démarche d'amélioration continue de la qualité, mais soyez en capacité de valoriser ce qui relève plus particulièrement de votre secteur médico-social lors de la visite. Alors, peut-être une dernière question qui vient d'arriver. Y a-t-il des critères de sélection des professionnels? Ancienneté, j'ai pas, enfin, alors je sais pas si j'interprète bien votre question. Coralie et Madame Alors Euh, Blanche, après, si vous je voulez pense indiquer que comment vous avez eu. ouais, alors nous, les différentes aides-soignantes qui étaient vues, c'est vrai qu'on nous a précisé que ce serait bien qu'il y en ait une qui est plutôt récente dans la structure et une qui est là depuis un certain nombre de temps pour qu'elle puisse du coup voir si la personne qui est récente, si elle a bien eu toutes les informations dès son arrivée à son accueil, si on fait bien ce process d'accueil, s'il est bien fait correctement, ça a été checké à ce moment-là, oui. Et moi également, nous avons eu des salariés qui étaient présents depuis très longtemps et des salariés qui étaient présents depuis un an environ pour les plus récents. Très bien, merci à tous. Je vois que nous avons légèrement dépassé l'horaire, mais on voit que c'est un sujet qui suscite un grand intérêt. Donc, comme le disait Noémie, vous retrouverez l'ensemble des échanges et des outils à disposition sur le site de Kelirel avec le replay. On vous a mis une petite synthèse des ressources disponibles, là encore une fois capitalisées sur tout l'existant. On a parlé des minutes qualité médico-sociale, des fiches RBPP, mais aussi des ateliers. Donc, n'hésitez pas à capitaliser sur ces ressources pour les valoriser dans le cadre de la visite. Encore une fois, ça s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Voilà, je tiens une nouvelle fois à remercier Coralie Giboulot et Patricia Faure pour leur retour d'expérience qui ont été vraiment très enrichissants et qui ont permis de rendre concret ce que l'on essaie de vous proposer régulièrement au travers de Kelly. Donc, encore une fois, merci à toutes les deux et merci à tous les participants pour vos échanges. Donc, on vous donne prochainement rendez-vous le 19 avril pour un retour d'expérience, des retours d'expérience d'ailleurs, au travers de différents secteurs sur le circuit du médicament en lien avec l'Omédit. Et puis, on vous retrouvera également après pour les structures qui auront une démarche d'évaluation au premier semestre 2025, au mois de mai, pour un MQMS spécifique. Je remercie également Solène et Marion pour leur soutien dans le cadre de ce webinaire et nous vous disons à bientôt et vous souhaitons une bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.